vous n'avez probablement aucune idée de ce qui se passe réellement en coulisses de nos aliments préférés. Et croyez-moi, la réalité pourrait être difficile à digérer. Imaginez le vomi d'abeilles, des bâtonnets de crabe avec une touche d'insectes et des grains de café de luxe ayant transité par un animal étrange. Aujourd'hui, nous plongeons dans les processus étranges qui amènent nos mets favoris sur nos tables. Préparez-vous à reconsidérer votre liste de courses. La prochaine fois que vous dégusterez des gaufres, souvenez-vous que le miel que vous versez dessus résulte d'un travail d'équipe à la fois impressionnant et un peu repoussant. Désolé de vous l'annoncer, mais le miel est essentiellement du vomi d'abeille. Enfin, en quelque sorte. Voyez-vous, tout commence avec le nectar que les abeilles recueillent des fleurs. Elles stockent cette substance sucrée dans leur jabot, également connu sous le nom de estomac à miel, une étape précédant la digestion. Mais voici où cela devient dégoûtant. Après une dure journée de travail, l'abeille retourne à la ruche et régurgite le nectar dans la bouche d'une autre abeille, comme dans un étrange jeu de patates chaudes. Le nectar passe d'abeille en abeille, chacune y ajoutant ses propres enzymes digestives. Burk. Une fois que le nectar est enrichi et partiellement digéré, il est temps de le stocker dans les alvéoles. Le nectar étant encore trop aqueux, les abeilles s'activent et battent des ailes comme de minuscules ventilateurs pour accélérer l'évaporation de l'eau. Lorsque la majeure partie de celle-ci s'est évaporée, elles scellent le nectar avec une substance sécrétée de leur ventre, qui durcit en cire d'abeille, créant ainsi le parfait coffre-fort. Et voilà, du miel. Cette douce et délicieuse substance dorée que nous aimons tous, même si elle vous dégoûte un peu maintenant. Il est assez drôle de constater que nous ne supportons pas de trouver des cheveux dans notre assiette au restaurant, alors que nous mâchons joyeusement un produit qui ne peut pratiquement pas être fabriqué sans une bonne dose de poils. Pour obtenir la texture douce et moelleuse du chewing-gum, on utilise de la lanoline, une substance cireuse produite par les glandes sébacées des moutons. Cette sécrétion les aide à garder leur laine et leur peau imperméables, pareillement au sébum humain qui rend nos cheveux gras. En regardant la liste des ingrédients au dos d'un paquet de chewing-gum, vous ne verrez probablement pas de lanoline mentionnée, mais elle est très probablement présente. Les entreprises ne sont pas toujours tenues de dévoiler tous les ingrédients, permettant ainsi à la lanoline de rester un composant secret. Si vous n'adhérez pas à l'idée de mâcher constamment du gras de mouton, optez pour du chewing-gum vegan. Et en passant, pensez à vérifier vos produits de soins pour la peau. Il s'avère que les crèmes et lotions corporelles contiennent souvent aussi de la lanoline. Plus vraiment fan de chewing-gum à présent, hein? Je vous comprends, mais qu'en est-il des bonbons gélifiés? Difficile de résister à ces délices colorés et tremblotants, mais ces petits ours, verres et autres bouteilles de cola cachent un sombre secret. En fait, manger ces sucreries n'est pas si différent de mâcher les os d'une aile de poulet. Ces bonbons sont principalement fabriqués avec du sirop de maïs, du sucre, de l'amidon, de l'eau et surtout de la gélatine. Mais voici la partie dégoûtante. La production de gélatine commence par la cuisson de morceaux que personne ne veut vraiment imaginer, comme la peau, les tendons, les ligaments et principalement les os, généralement provenant de porc ou de vache. Parfois, vos bonbons peuvent même inclure de la peau et des écailles de poisson. Assez répugnant, non? Le but est d'en extraire le collagène, la protéine la plus abondante dans le corps. Le collagène renforce les tissus, ce qui donne aux bonbons leur texture moelleuse. Notre longue histoire d'amour avec ces friandises remonte aux années 1860, on comprend donc qu'il soit difficile d'abandonner. Mais si l'idée de consommer des bonbons faits de morceaux d'animaux vous rebute, vous pouvez toujours essayer ceux fabriqués à partir d'agar-agar. Ce substitut de gélatine à base de plantes est dérivé d'algues. Mais attention, en y réfléchissant, vous pourriez trouver cela tout aussi peu ragoûtant. Il est temps de parler de l'imitation de crabe, également connu sous le nom de surimi ou le hot dog de la mer. Ce surnom est tout à fait justifié, car il est fabriqué à partir d'un mélange de restes de poisson, d'amidon et d'arômes. Ces ingrédients sont broyés, mélangés et façonnés en ces bâtonnets rouges familiers et savoureux. Si vous pensez que cette idée est apparue avec l'industrialisation, détrompez-vous. En réalité, les origines du surimi remontent à l'Antiquité, lorsque les pêcheurs d'Asie de l'Est utilisaient les restes de poissons pour créer cette alternative plus économique aux fruits de mer. Cependant, la recette s'est complexifiée au fil du temps. Pour donner au surimi cet aspect frais et luisant, qui semble claironner « je sors tout juste de l'océan », les fabricants ajoutent souvent du colorant rouge au bâtonnet.
Le truc, c'est que certains utilisent du carmin, une coloration obtenue à partir de cochenilles écrasées. Oui, vous avez bien entendu, des insectes d'environ 5 mm de long, originaires du continent américain, sont broyés pour produire une teinture rouge vif. Cette pratique remonte au XVIe siècle, où le carmin était utilisé pour teindre les tissus. Aujourd'hui, ce colorant rouge se retrouve dans une variété d'aliments et de boissons, comme les glaces, le lait fraise, les cerises au marasquin et le surimi. Ainsi, la prochaine fois que vous dégusterez de la cuisine japonaise, rappelez-vous, le surimi est l'imposteur des fruits de mer avec une touche d'extrait d'insectes. Besoin de faire une pause? Que diriez-vous d'une tasse de café? Avant de dire oui, vous voudrez peut-être vous assurer qu'il ne s'agisse pas de Kopi Luwak, souvent considéré comme l'un des cafés les plus rares et les plus chers au monde. Son histoire pourrait vous laisser un peu... Eh bien, disons simplement que ce n'est pas votre tasse de café ordinaire. Le café Kopi Luwak provient d'Indonésie, où il est produit de manière assez inhabituelle. Tout commence avec de petits mammifères appelés civettes, plus précisément des civettes des palmiers. Ces créatures adornent les fruits du caféier et choisissent les plus mûrs et les plus juteux qu'elles puissent trouver. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes ou dégoûtantes, selon votre perspective. Après avoir consommé les fruits du caféier, les civettes les digèrent partiellement, et les grains de café passent à travers leur système digestif. Ces grains, restés miraculeusement intacts, sont finalement expulsés dans les excréments de l'animal. Youpi, j'imagine. Une fois récupérés, les grains de café sont soigneusement nettoyés, torréfiés et transformés en ce qui est considéré comme un raffinement dans certains cercles. Le processus de fermentation qui se déroule dans l'estomac de la civette est censé conférer au Kopi Luwak une saveur unique, mais personnellement je pourrais m'en passer. Dernier point sur notre liste, les oranges. Vous savez probablement qu'elles proviennent de ces fameux orangers qui raffolent du soleil. Mais parlons maintenant du jus d'orange, surtout celui que vous achetez en bouteille au supermarché. Bien sûr, c'est un concentré de vitamine C, mais ces jus peuvent aussi être excessivement sucrés. Une petite bouteille de jus d'orange peut ainsi contenir environ 8 cuillères à café de sucre. Mais voici où cela devient encore plus juteux. Même les marques qui prétendent nous vendre du jus d'orange 100% ne font pas tout à fait cela. Le jus d'orange fraîchement pressé a une courte durée de conservation, de sorte que les fabricants en retirent l'oxygène pour le rendre plus durable. Cependant, le processus fait disparaître le goût naturel. Pour remédier à cela, on ajoute donc des paquets d'arômes artificiels dérivés de l'essence et de l'huile d'orange. Oh, et il y a autre chose à savoir, les pesticides. Oui, ces produits chimiques désagréables pulvérisés sur la peau des oranges pour éloigner les insectes. Lorsque l'orange entière, peau incluse, est pressée pour en extraire le jus, ces pesticides peuvent également s'infiltrer. Certains de ces produits chimiques peuvent perturber votre système nerveux, ce qui est loin d'être souhaitable. Mais ne rejetez pas pour autant le jus d'orange de votre routine matinale. C'est un moyen rafraîchissant et délicieux de commencer votre journée, chargé de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui vous sont bénéfiques. Laissez simplement la paresse de côté et pressez vous-même vos oranges. Super! Du jus d'orange fraîchement pressé, sans sucres ajoutés ni additifs.